Le 9 décembre, dans le cadre du buffet de la gare de Paris-Lyon, M. Alias, directeur de l'équipement, reçoit les journalistes. Nous sommes dans l'année du patrimoine. Je veux donc vous parler du patrimoine de la SNCF, de son existence, de sa gestion. Et je dois dire tout d'abord qu'un patrimoine, et je pense que vous l'avez senti tout à l'heure après la visite que vous avez faite, un patrimoine, c'est tout de même le rappel d'une histoire, d'une culture. Chaque patrimoine est une marque particulière, que ce soit dans un pays comme dans l'autre, et à l'intérieur d'un pays, un patrimoine est tout de même chargé également de caractères particuliers. Celui de la SNCF n'échappe pas à la règle. Je pense que l'on peut dire que la principale caractéristique de ce patrimoine SNCF, c'est sa diversité, car il va depuis le terrain nu sur lequel certains jettent des regards de convoitise, jusqu'aux installations de signalisation ou de télécommunications les plus sophistiquées, en passant par des ouvrages d'art, par les voies, par des installations de toutes sortes. Si le patrimoine construit depuis l'époque du siècle dernier dans le domaine de l'infrastructure et de la superstructure est visible, il l'est peut-être moins pour le matériel, les locomotives, le matériel roulant, voitures, wagons. Mais toutefois, le citoyen français a la possibilité de mesurer les progrès qui ont été accomplis en comparant ce qu'il voit, ce qu'il pratique tous les jours dans les trains, sur nos lignes, avec toute l'histoire du chemin de fer qui se retrouve dans un musée qui a un succès très important, le musée de Mulhouse, dans lequel on retrouve toute une série de matériels, et en particulier matériel roulant et locomotive, qui retrace vraiment l'histoire du chemin de fer français depuis 1830, 1840 jusqu'à nos jours. La gare est un élément fondamental de notre patrimoine, surtout pour le voyageur et pour le citadin. Nous nous trouvons placés devant un dilemme, celui de conserver cet élément fondamental du patrimoine, bien connu de tous les habitants de la ville, qui constitue un élément important de leur paysage familier, et celui d'adapter la gare à la fonction qui est réclamée par les habitudes modernes, par les augmentations de vitesse, par les échanges qui doivent se faire entre l'intérieur et l'extérieur de la gare. Et je crois que c'est un travail important qui est fait à l'heure actuelle par nos architectes de rénover ces gares pour leur donner un aspect fonctionnel tout en conservant l'architecture traditionnelle, tout en conservant le cadre dans lequel la gare a été construite il y a un siècle ou un siècle et demi. Cet effort de rénovation des établissements voyageurs, 200 gares en 5 ans, entraîne une restructuration profonde des locaux et une adaptation fonctionnelle poussée que permettent les techniques et les matériaux modernes. Par ailleurs, il est souhaitable de conférer à l'ensemble des gares un aspect sinon unifié, du moins homogène, concourant à l'expression d'une image de l'entreprise clairement identifiée par la clientèle. La plupart des gares font partie du patrimoine historique et architectural de leur ville. Les habitants et la clientèle ferroviaire sont légitimement attachés à la mise en valeur de ce caractère. Une partie
du chemin de fer n'a pas bougé depuis sa création. Ce sont les ouvrages d'art, un bien solide patrimoine. C'est un bien solide patrimoine. Ces ouvrages d'art ont été construits pour la plupart d'entre eux au milieu du XIXe siècle, et je crois qu'il faut rendre hommage à nos prédécesseurs de cette époque qui ont construit des ouvrages conçus pour des charges et des vitesses sans commune mesure avec celles que nous connaissons aujourd'hui, et pourtant, la plupart d'entre eux sont encore fidèles au poste. Mais beaucoup de ces ouvrages font partie du paysage français, et il ne faut pas oublier que l'ingénieur doit être en même temps un artiste et se préoccuper de l'insertion de nos ouvrages dans le paysage. Vous nous faites l'honneur, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, d'assister à l'inauguration de l'électrification de la ligne Bordeaux-Montauban. Et je veux immédiatement vous en exprimer nos très vifs remerciements. Comme nous en sommes convenus, nous allons échanger des propos d'accueil, mais je ne voudrais pas ne pas marquer aujourd'hui cette réunion sans, m'adressant à vous, vous rendre hommage et dire combien nous sommes sensibles au témoignage de l'intérêt que vous manifestez à nos problèmes. Avec l'inauguration, le 6 juin, de l'électrification de l'artère Bordeaux-Montauban, la SNCF passe le cap des 10 000 km de lignes électrifiées. Cette nouvelle et importante étape de modernisation du réseau ferré améliore la desserte du Grand Sud-Ouest, en reliant la capitale de l'Aquitaine à celle du Midi-Pyrénées et au-delà au Languedoc-Roussillon et à la Provence. Les améliorations qu'apporte l'électrification tiennent aux performances, à la fiabilité et à l'économie qu'elle permet. Alors qu'au cours des années antérieures, la construction de matériel affecté au service omnibus a été limitée, la SNCF consacre d'importants investissements pour le matériel destiné aux dessertes locales ou intervilles. C'est le cas des automotrices de type Z2, conçues pour assurer des relations régionales et les correspondances avec le TGV. Composées de 2 caisses indissociables, d'une capacité de 151 places en première et deuxième classe, aptes à circuler à 160 km/h sous caténaire 1500 volts continu ou bicourant, d'une puissance de 1000 kW, elles ont été commandées à une centaine d'exemplaires. L'autorail à moteur thermique X2100, adapté aux lignes à forte pente, est destiné aux dessertes régionales. D'une puissance de 440 kW et d'une vitesse de 140 km/h, il comporte 56 places assises, 132 avec une remorque, en première et deuxième classe. Cette série de 50 engins sera affectée à la desserte du Massif central et des Pays de Loire. Matériel commun à la RATP et à la SNCF, les rames automotrices MI79 desserviront les lignes interconnectées de la banlieue parisienne. Composé de 4 voitures, offrant 312 places assises dans les 2 classes, ces éléments bicourants 1500 volts continus et 25 000 volts alternatifs ont été commandés sur un total de 82 à une cinquantaine d'exemplaires par la SNCF. Quelles ont été, Monsieur Auroy, les grandes orientations de la SNCF en matière de transport marchandises au cours de l'année 1980? Transport marchandises pendant l'année 80, eh bien, nous avons essayé de continuer à développer nos trafics ferroviaires de marchandises.
Mais nous avons insisté sur certains axes particuliers, tels que, par exemple, le trafic international qui prend de plus en plus d'importance à la SNCF. Nous avons également essayé d'améliorer nos services en portant tout spécialement nos efforts sur le porte-à-porte. Nous faisons, vous le savez, du porte-à-porte grâce à un embranchement particulier, mais pour les clients qui n'en sont pas munis, nous avons développé d'autres techniques de porte-à-porte que sont le fer d'homme, livraison des wagons chez le client par remorque porte-wagon, et le fer-cam, le camionnage des envois par wagon. Le système fer d'homme, comme vous le savez, ce n'est pas une technique nouvelle, mais c'est une technique qui a besoin d'être rénovée et d'être relancée sur le plan commercial, parce que son développement se heurtait à certains obstacles psychologiques ou administratifs. Psychologiques parce que tant que l'on n'a pas vu circuler une remorque porte-wagon, on a un peu peur de voir un wagon circuler sur la route. Administratif parce que la circulation routière des remorques porte-wagon est quand même soumise à certaines contraintes en ce qui concerne les itinéraires et les horaires. Ce qui est de nouveau dans la technique fer d'homme actuellement, c'est tout d'abord que nous utilisons un meilleur matériel. Les remorques porte-wagon, en effet, dernier cri, n'ont rien à voir avec leurs devancières. Elles sont beaucoup plus maniables et s'insèrent beaucoup mieux dans la circulation routière. Ensuite, dans la technique fer d'homme, la SNCF s'implique de plus en plus. C'est elle qui assure les investissements nécessaires pour la mise en œuvre de cette technique et en particulier l'achat des remorques. Pouvez-vous maintenant nous parler du fer-cam, le système de livraison terminale à domicile par camion? Oui, fer-cam, en deux mots, c'est une technique qui consiste à enlever ou à livrer à domicile par camion des marchandises que nous transportons par fer sur le parcours principal. C'est un service que nous avons lancé en 1978 sous sa forme actuelle et qui est maintenant bien rodé. Il consiste à offrir à la clientèle, sous maîtrise commerciale totale de la SNCF, un transport domicile de bout en bout. Le client n'ayant affaire qu'un seul interlocuteur, la SNCF. Le service terminal est assuré par des camionneurs avec lesquels la SNCF traite au coup par coup en fonction de leurs possibilités techniques et de leur prix. Cette année, en 80, 50 000 wagons environ ont été enlevés ou livrés avec le dispositif fer-cam. Déjà, nous avons noté des transferts de trafic qui sont venus au rail, et ce, grâce à la technique fer-cam. À la différence du fer-cam, c'est par train complet que la SNCF aura livré, extraite des carrières de Vendée, près de 5 millions de tonnes de matériaux d'empierrement, destinés à la construction de la section Poitiers-Bordeaux, longue de 217 km de l'autoroute A10-Aquitaine. Chaque jour ouvrable, 10 à 12 trains de 1200 tonnes chacun auront été ainsi mis en marche pendant près de 2 ans, selon un programme minutieusement concerté avec la société chargée des travaux, vers les 6 dépôts d'approvisionnement constitués pour la construction de cette section d'autoroute. Le fer apporte à nouveau la preuve de son aptitude à résoudre les problèmes de transport massif au moindre coût pour la collectivité. Est-ce que vous pourriez nous situer brièvement à Pâques? Oui, alors Apac est situé sur un axe ferroviaire relativement important puisqu'il relie les zones industrielles de l'Allemagne du Nord et les pays scandinaves avec la France et l'Espagne. Est-ce qu'il y a un gros transit de chevaux ici à Pâques? Oui, à Pâques, en effet, il y a un trafic important de chevaux en provenance de la Pologne. Ça se situe autour de 50 à 60 000 animaux par an. Ce trafic, en ce moment, il est légèrement en baisse, mais la SNCF a réalisé des installations qui permettront de mieux soigner les chevaux au passage à Pâques, et nous espérons que le trafic reprendra dans ces conditions. Qu'est-ce que vous avez fait comme installation? Alors nous avons utilisé une enseignale qui servait à l'échange des colis entre la France et l'Allemagne, qui était désaffectée,
et qui, en aménageant cette halle en écurie et en y installant des râteliers, des abreuvoirs, nous pouvons permettre de dispenser des soins aux animaux lors de leur passage. Puis à l'arrivée, les animaux subissent une visite sanitaire par un vétérinaire qui juge si les animaux sont aptes à poursuivre le voyage. Les transitaires centrés satisfait des installations qui ont été réalisées récemment. Est-ce que cet investissement représente beaucoup d'argent? Oui, il s'agit d'un investissement relativement important puisque nous avons dépensé 1 million de francs, plus d'1 million de francs actuels pour réaliser les modifications nécessaires. C'est rentable? Eh bien, nous aurons du mal à rentabiliser cette affaire. Disons qu'il y a une convention européenne qui prévoit que dans les postes où le trafic des animaux est relativement important, des aménagements doivent être réalisés de manière à ce que les animaux puissent se reposer et être nourris et abreuvés. Je crois que c'est assez exceptionnel. Même sur le réseau, est-ce qu'il y a d'autres centres équipés comme le vôtre? Non, à ma connaissance, c'est le premier centre en France. Monsieur Chanel, vous êtes responsable des ventes à la direction commerciale voyageurs. Quelle a été votre action au cours de l'année 1980? Au cours de l'année 1980, l'essentiel de l'action, bien sûr, a porté sur les tarifs 50, créés, lancés au 1er septembre 1979. Avec la création des tarifs 50, nous avons d'une part voulu montrer à l'ensemble de la population que l'utilisation du train n'est pas aussi coûteuse qu'elle peut penser, notamment par rapport à la voiture particulière. Le deuxième objectif était, à travers le calendrier 50 et l'introduction des périodes bleu, blanc, rouge, de moduler le trafic et d'attirer essentiellement la clientèle sur les périodes où nous avons des places disponibles et non pas sur les périodes de pointe où nous savons bien que les trains sont pleins et que le service peut ne pas être aussi bon. Nous estimons qu'il faut plusieurs années pour que ces tarifs soient connus et utilisés. À part ça, les nouveautés en produits que nous avons lancés ont été le Montaigne sur Bordeaux-Paris et le Jules Verne sur Paris-Nantes. Le Montaigne, lui, apporte aux voyageurs la possibilité effectivement de rouler à 200 km/h, c'est-à-dire de faire Bordeaux-Paris ou Paris-Bordeaux en 4 heures environ, aussi bien en première qu'en deuxième classe, puisque le Montaigne est assuré avec du matériel corail, apte à 200 km/h. Et dans le cas du Jules Verne entre Paris et Nantes? Là, la motivation est différente, puisque sur Nantes, Paris et retour, il manquait un train adapté aux voyageurs d'affaires, et nous avons voulu, avec la création de ce Transeurope Express, répondre à cette demande et à ce besoin. C'est un train un peu moins moderne qui est parti le 26 avril, emmenant des passionnés du chemin de fer visiter l'exposition organisée à Caen avec le concours de la municipalité et ayant pour thème le train dans la ville. Exposition aussi, mais itinérante, celle-là, qu'inaugure le 28 mars le Premier ministre Raymond Barre à la gare de Lyon-Breteau. Ce salon du train, rompant avec les habitudes centralisatrices,
a pour but d'aller présenter à la province les principaux fers de lance de la SNCF et de l'industrie ferroviaire française. Première étape d'un périple qui le conduira, conforme en cela à la mobilité de ce moyen de transport, dans 13 villes du sud-est de la France, ce salon fera toucher du doigt au grand public et responsables régionaux certaines réalités du chemin de fer qui ne sont pas encore connues de tous les provinciaux. Le 25 février, M. Pélissier, président du conseil d'administration de la SNCF, inaugure en présence de nombreuses personnalités le train de l'entreprise. 3 est la première étape d'un périple de 4 semaines, au cours desquelles ce train forum s'arrêtera dans 20 villes du sud-est de la France, où il apportera aux chefs d'entreprise et responsables économiques des 18 départements traversés une gamme considérable d'informations et de services. Il constitue une exposition itinérante présentant les derniers progrès dans le domaine de la technique, de l'industrie et du commerce, ainsi qu'une plateforme d'échange pour les journalistes et responsables locaux. Le 18 décembre, présentation en présence de la presse de la ligne nouvelle Paris Sud-Est à M. Eiffel, ministre des Transports. La SNCF et tout particulièrement le personnel qui a contribué à la construction de cette ligne nouvelle sont honorés de vous accueillir à bord de la rame TGV numéro 7, rame de série, aujourd'hui sur sa ligne. Alors, quelles sont les considérations qui militent en faveur du TGV dans les transports d'avenir de la France? La ligne Paris-Lyon arrivait à saturation. Il fallait donc que le TGV soit réalisé. Il y a un gain de temps considérable. On va pratiquement réduire de moitié le temps de parcours qui est nécessaire avec une liaison ferroviaire classique. Il y a une amélioration de confort et puis il y a aussi, et c'est important actuellement, une considération d'économie d'énergie qui intervient dans cette réalisation. Alors quelle place peut et doit prendre la SNCF dans le domaine de la politique des transports de la France pour les années à venir? Le transport ferroviaire est et restera un élément essentiel dans les modes de transport dans notre pays.